Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. L'affaire Cheikh Tidiane Gadio peut-elle être un coup monté? Le journaliste Karim Diakhaté n'est pas loin de le penser. Il invite les Sénégalais à faire preuve de plus de prudence. Vous l'entendrez en début d'édition. Frexit ou France dégage nouvelle trouvaille d'organisation de la société civile pour dénoncer le contrôle que Paris exerce sur les économies africaines. La campagne a été lancée ce mardi à Dakar. Et puis sur l'international, une page se tourne ce mardi au Zimbabwe. Robert Mugabe quitte le pouvoir après 37 ans de règne. Le vieux président n'a pas pu résister à la pression de l'armée et de la rue. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Arrêté aux États-Unis, Cheikh Tidiane Gadio est accusé de corruption et de blanchiment d'argent de l'avis du journaliste Karim Diakhaté. Cette affaire peut être un coup monté pour salir l'entreprise chinoise qui travaille avec l'ancien ministre. Il invite par ailleurs la presse sénégalaise à faire preuve de prudence et éviter les spéculations. Karim Diakhaté est au micro de Mamou Gassama. Cheikh Tidiane Gadio était en partenariat avec un monsieur chinois qui s'appelle Patrick Ho, qui dirige une société qui s'appelle Energy. Les dommages environnementaux. Est-ce que ce ne sont pas les dommages collatéraux en fait de cette concurrence qu'on est en train de voir, parce que l'affaire remonte à 2014, ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que quelque part les Chinois qui avaient été entre-temps évincés de leur pactole ne sont pas sentis lésés et que finalement ils ont essayé de poursuivre donc le Chinois patron de Energy qui était en partenariat avec M. Gadio? On peut toujours spéculer par rapport à cela. Il a été arrêté aux États-Unis, c'est peut-être parce qu'il est citoyen américain et qu'il y a eu une plainte certainement contre eux, contre lui et son partenaire chinois, et par rapport donc à des agissements de corruption et de blanchiment d'argent. Il sera certainement devant donc la justice demain mercredi pour apporter des éclaircissements par rapport à cela. Il ne faut pas aller très vite. Je pense que cette affaire a été instruite depuis quelques années. Ça suit son cours. C'est trop tôt maintenant de penser à des verdicts, de donner tout de suite une sentence. Il n'est pas encore condamné. Attendons quand même de le voir se justifier. Et je pense qu'Inch'Allah, très vite, il apportera en tout cas les preuves qui feront qu'il ne va pas aller en prison. Les propos du journaliste Karim Diakhaté recueillis par Mamou Gassama. Parlons de l'incendie du parc Lambaye qui remet au devant de l'actualité la difficile situation des acteurs de l'informel, souvent oubliés par les autorités et parfois méprisés par les autres. Ils se disent victimes d'un manque de considération. C'est le cas au parc Lambaye de l'avenue Lamine Gueye. Abdourodous Diallo y a fait un tour reportage. Avenue Lamine Gueye au centre-ville de Dakar, beaucoup d'activités commerciales se sont développées, mais dans l'informel. Ils sont pour la plupart des jeunes venus de l'intérieur du pays à trouver ici leur gagne-pain, malgré tous les qualificatifs collés sur leur dos. Parfois, tu abordes un client, il te qualifie de voleur ici, et pourtant, on ne fait que notre travail. Les gens ne nous considèrent pas du tout, c'est difficile. Le plus souvent indexé à chaque dégât matériel ou catastrophe, ces acteurs pourtant contributeurs à l'économie disent exercer leur métier dans la dignité. Ça nous dérange et aussi ça nous emmerde parce que nous sommes les travailleurs ici. On ne fait pas mal d'ici. On a juste fait du boulot pour quelque chose dans notre famille. Nous sommes des soutiens. Nous sommes des gens qui débrouillent dans l'informel. Mais
nous ne pas perturber les gens. Parce que quand les gens marchent, s'il y a des salaires ou bien des autres affaires, nous on ne le fait pas. Il y a des gens qui nous minimisent carrément par rapport aux personnes qui travaillent dans une structure de façon formelle. C'est pourquoi ils nous accusent de voleurs et même responsables de l'anarchie. Avec toutes les initiatives pour l'émergence engagées par l'État du Sénégal, la réorganisation du secteur informel semble loin d'être une préoccupation. Pourtant, une réorganisation qui serait un bon moyen d'éviter certaines catastrophes. Formaliser l'informel relève presque du domaine de l'impossible pour cause les acteurs de l'informel sont absents de la comptabilité nationale. En plus, ils ne veulent pas entendre parler de taxes. Propos de l'économiste Meïssa Babou. Le voici au micro de Abdou Khoudous Diallo. Sur le plan social, si on regarde le Sénégal, tous les corps de métier de l'artisanat, mécaniciens, maçons, menuisiers, etc., qui sont dans l'informel, tous ces gens-là qui sont dans le petit commerce font peut-être plus de 60% de ceux qui sont en activité. Sur le plan social, vous voyez comment donc ce secteur engrange de l'emploi. Et maintenant sur le plan économique, justement parce qu'ils ne tiennent pas de comptabilité. C'est le premier grand problème. Le deuxième grand problème, c'est qu'ils ne sont pas identifiés. Toute personne qui se formalise doit avoir un numéro qu'on appelle NINEA. Et donc ce numéro-là n'existe pas, on ne peut pas te voir dans le viseur de l'État fiscal. Et donc vous échappez à la fiscalité. Et eux aussi, ils ne veulent pas payer l'impôt. Et c'est pourquoi ils refusent de se formaliser. Et donc, en fait, ils ne payent de taxes que la patente. Ce qui fait qu'il y a une grosse perte fiscale. Mais qu'on n'oublie pas l'apport social de ces gens-là. La protection civile a failli à sa mission de protéger les populations des catastrophes. C'est du moins la conviction de certains Sénégalais. Après l'incendie du parc Lambaye, ils en veulent pour preuve les nombreux bâtiments menaçant ruine, l'anarchie dans les marchés entre autres. C'est un reportage de Issatine. Après l'incendie du parc Lambaye, des voix se sont élevées pour accuser la direction de la protection civile d'avoir failli à sa mission de protection des bâtiments en état de délabrement avancé, des marchés sous menace ruine, des installations électriques qui ne restent. Quand il y a incendie, on n'a même pas les moyens pour arrêter le feu. On appelle les Français, c'est vraiment honteux. Est-ce que nous avons même un état digne de ce nom? Même ici, au centre-ville, près du marché noir, les branchements clandestins entre le sommeil des riverains. Il y a des poteaux électriques qui sont tombés ici. Notre vie est en danger à cause de l'électricité. La direction de la protection civile est appelée à avertir les populations avant les sinistres. La protection civile doit toujours alerter et descendre sur le terrain. Elle doit démolir les bâtiments qui sont en ruine et qui menacent la sécurité des populations, car cela cause parfois des morts. La direction de la protection civile a un rôle de prévenir des risques de toute nature, protéger les civils et leurs biens. Elle donne également des permis de construction. Hélas, la population se dit laissée à la merci des sinistres. Satine, je vous le disais en titre, une campagne dénommée Frexito France dégage aussi le combat engagé par le Front anti-APE, anti-CFA. L'objectif est de faire sortir la France des conseils d'administration de banques et exiger la fabrication de billets de banque et de pièces de monnaie en Afrique. Ndeye Nogay Babel Sow porte leur voix au micro de Rokhaya Ndour. L'objet de la rencontre, c'était le lancement de la campagne France Dégage ou Frexit. Le Frexit ou France Dégage, c'est une campagne pour dire actuellement, parce que on était d'abord dans une dynamique de tirer la sonnette d'alarme
de faire comprendre aux gens que le franc CFA n'est pas notre monnaie, que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Là, on est dans un cadre plus précis et plus concis. On est en train de dire très clairement que ce qu'on veut, ce n'est pas un rejet de l'intégration monétaire qu'on a actuellement, ce qui serait une énorme erreur, mais ce qu'on veut, c'est que la France sorte de nos banques centrales. Ce qu'on veut, c'est que la France sorte de notre monnaie, de notre franc CFA. La BCEAO et la BEAC ne rendent pas compte à nos États. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent compte qu'au Trésor public français. Et ça, c'est une conséquence du fait que la France est présente dans nos banques centrales. Une de ces conséquences est aussi que le franc CFA se fait en France. Vu que toutes ces conséquences-là, on les a attaquées pour alerter l'opinion publique, pour montrer que le franc CFA n'est pas notre monnaie, là, on est dans une dynamique de dire qu'on veut que le franc CFA soit notre monnaie. Mais aussi, pour des questions de souverainisme, il faudrait que le franc CFA change de nom. Parce qu'on sait tous que la première appellation du franc CFA était le franc des colonies françaises d'Afrique, qui n'a pas lieu d'être au XXIe siècle. Direction Louga, où les conducteurs de moto Jakarta sont très remontés contre les ASP qu'ils accusent de harcèlement. Ces jeunes ont envahi les locaux de la station Walf pour exprimer leur colère. Omar Kairé nous en dit plus. Les conducteurs de moto Jakarta dénoncent les tracasseries des agents de sécurité de proximité de la commune de Louga. Ces jeunes qui ont envahi les locaux de Walfadjri parlent d'harcèlement qui ne dit pas son nom. Les ASP veulent jouer un rôle qui n'est pas de leur ressort. Ils passent toute la journée à nous harceler. Cela doit cesser. Ils immobilisent nos motos et nous obligent de payer pour reprendre nos engins. C'est injuste. Pire, beaucoup de camarades ont eu des accidents à cause de ces ASP parce qu'ils ont tendance à nous pousser en pleine circulation. Venu s'enquérir de la situation, le lieutenant Babacar Nian, commandant du corps urbain de la police de Louga, appelle au calme et les invite à la responsabilité. Si quelqu'un vient qui essaie de te corrompre, toi en même temps, si tu acceptes d'être corrompu, ou bien si tu acceptes de corrompre, tu as commis une infraction. Donc maintenant, c'est pourquoi je leur ai dit que désormais, si quelqu'un essaie de vous soutirer, quelle que soit la somme, 1 franc jusqu'à je ne sais quoi, refusez et venez me voir. C'est dans le dialogue qu'on parvient à établir ce que nous voulons, c'est-à-dire la paix. Puisque tant qu'il y a une incompréhension entre la police et le public, là franchement, je sais que ça sera un peu difficile et pour nous et pour eux. Donc l'initiative qu'ils viennent de prendre là par rapport au contrôle des motos Jakarta, c'est une très bonne chose puisque ça nous permet, nous, de leur transmettre ce qu'ils ne savent pas. Puisque c'est à cause de ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc une moto qu'un policier ou bien un ASP arrête sur la voie publique et qui refuse de s'arrêter, ça c'est un dégât, c'est un problème. Et tout ça c'est dû à cette situation-là. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Donc moi, je suis quelqu'un qui veut vraiment privilégier le dialogue. Il faut qu'il y ait une communication entre nous et le public pour qu'on puisse savoir que la police là c'est pour eux. Nous sommes là uniquement pour la quiétude. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Ce qui se passe en Libye est ahurissant, selon l'ancien président du Conseil régional de la jeunesse de Tambacounda, Ibrahima Traoré, pointe du doigt l'Union européenne non sans dénoncer le silence des chefs d'État africains qu'il accuse d'avoir échoué dans leur politique. Le voici au micro de Alassane Diallo. Cela est un fait ahurissant. Parler de ces questions de migration et de ces milliers d'Africains qui sont en train de périr en mer. Car jusqu'ici, les autorités, les pouvoirs publics avaient fait la sourde oreille. Que ça, honnêtement, c'est une bombe. Et je pense que les présidents africains ont une forte responsabilité par rapport à cela. Parce que c'est eux qui n'ont pas su installer des mécanismes qui peuvent permettre de retenir les jeunes dans les différentes localités. Et Tambacounda est une région qui a payé un lourd tribut par rapport à ces questions-là. Il y a des enquêtes qui se sont déroulées
déroulées ici. Et à travers ces enquêtes, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de Tambacounda qui ont perdu la vie dans les eaux méditerranéennes. Et pourtant, les pouvoirs publics ont été alertés. Et actuellement, la situation s'est pourrie. C'est pourquoi les gens, ne sachant pas quoi faire avec tous ces migrants-là, essaient de les transformer en esclaves. Et là aussi, on peut toucher du doigt qu'il y a une forte complicité des Européens par rapport à ce qui se passe là-bas. La situation les arrange parce que tout simplement, ces pays européens-là ne voudraient pas que ces Africains là-bas les envahissent dans leur pays. Donc, sachant ce qui se passe, ils ferment les yeux. Par rapport à nos présidents africains également, ils ont une forte responsabilité parce que ça également, vraiment, c'est parce qu'ils ont été incapables de régler la question de l'emploi. Et dans tous les pays, ça c'est une très grande faillite parce qu'ils n'ont pas su mettre sur pied, je l'ai dit tout de suite, les mécanismes pour maintenir les jeunes dans leur localité. Et aujourd'hui, la situation est pourrie. Et il ne s'agit pas actuellement de s'enliser à faire des déclarations de condamnation. Il faudra des mesures pratiques. Il faut que tous les pays là se mobilisent pour aller chercher les ressortissants dans les différents pays et de les rapatrier et de leur trouver de l'emploi. C'est ça qu'il s'agit de faire, mais pas de se mettre derrière une télévision ou bien derrière une radio et déclarer ou bien se dire que c'est une situation anormale, c'est une situation nous condamnons. Vous condamnez et après, alors qu'ils ont une responsabilité. Ces jeunes-là, c'est parce que tout simplement, ce sont des jeunes dignes qui veulent réussir dans la vie et ils ne sachant pas quoi faire, ils prennent les bateaux, ils essaient de chercher meilleur. Mais est-ce qu'aujourd'hui on doit croiser les bras et les regarder? Nous interpellons les pouvoirs publics de mobiliser les moyens et de tout faire quand même pour que la situation libyenne cesse. Ils n'ont qu'à faire des descentes là-bas. Il ne s'agit pas de faire des déclarations. Ils n'ont qu'à aller là-bas, identifier les ressortissants respectifs et essayer de les rapatrier. Medina Baye accueille un nouveau centre international de formation de savants, une initiative de Cheikh Amari Cissé et de ses partenaires. Et ainsi, ils ont mis à la disposition de 30 jeunes venus d'horizons divers tous les atouts pour devenir de grands érudits. Al-Hassan Bar. Medina Baye Niass bénéficie d'un centre de formation de savants, de conférenciers et d'imams intitulé Nasrul Elmi qui a été inauguré en présence de représentants de l'État du Sénégal et beaucoup d'autorités religieuses venues de partout dans le monde. Ismaël Sy revient sur cette œuvre réalisée par Cheikh Mahi Cissé et ses partenaires turcs d'IDDIF. Cette inauguration est une fois encore de plus un acte d'espoir réalisé. C'est-à-dire de mettre le musulman dans des conditions normales, des conditions saines, des conditions high, comme on dit en termes communicationnels. Comment ça? Le mettre dans une école, pension internat complet. Tout ce que l'on fait dans l'école, c'est gratuit. C'est le cheikh qui l'a pris en charge en collaboration avec des amis. Les étudiants venus d'horizons divers sont en nombre réduit pour cette première année et vont servir de phase de test à cette école internationale du savoir. Ce centre, c'est un centre qui prépare des érudits, des savants, des conférenciers et des imams. Donc la durée de formation, c'est 3 ans. Pour la première année, l'effectif est très réduit parce que nous sommes en phase test. Donc on a pris tout juste 30 élèves, histoire de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut maintenir. Bon, maintenant, à partir de l'année prochaine, on va continuer à recruter sur des bases qui sont très claires. L'élève d'abord, il mémorise le Coran, c'est le paramètre le plus important pour nous, parce que nous sommes prêts, parce que nous avons comme mission de former des gens qui vont représenter l'islam dans tous les concerts de savoir. Al-Fitianou, le mouvement humanitaire de Cheikh Mahi Cissé et ses partenaires ont misé sur la tranche d'âge de 17 à 23 ans et ont aussi loué les services d'enseignants venus du centre Taïsir basé en Mauritanie où beaucoup d'érudits sénégalais sont passés pour permettre aux élèves d'avoir une formation pointue et de devenir des savants exemplaires. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Sur l'international au Zimbabwe, après 37 ans de règne sans partage, Robert Mugabe quitte la présidence du pays. Lâché par l'armée et par son propre parti, le dirigeant de 93 ans a été contraint à la démission ce mardi. Issa Tine revient ici sur les péripéties de la chute du vieux lion. Robert Mugabe,
le plus vieux dirigeant au monde âgé de 93 ans, démissionne à la présidence du Zimbabwe. Il était en résidence surveillée depuis l'intervention de l'armée mercredi dernier, mais refusé de céder le pouvoir qu'il exerçait depuis l'indépendance du pays en 1980. L'annonce a été faite peu avant 17h ce mardi dans le bâtiment où étaient rassemblés tous les parlementaires zimbabwéens. Ils devaient voter pour ou contre le dépôt d'une motion de défiance contre le chef de l'État. C'est en 1987 que Mugabe devient chef de l'État après une modification de la Constitution instituant un régime présidentiel. Ainsi, dans les années qui suivent son arrivée au pouvoir, le président suscite beaucoup d'espoir. Il tend la main à la minorité blanche et met en place une politique sociale pour la majorité noire. Mais tout a basculé en février 2000 lorsque son pouvoir est ébranlé par le rejet lors d'un référendum d'un projet de nouvelle constitution qu'il souhaitait mettre en place. En 2002, le président est réélu lors d'un scrutin contesté sur le fond de violence et d'intimidation. En 2013, il remporte à nouveau la présidentielle avec 61% et son parti une majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale. Toujours au devant de la scène, son épouse Grace Mugabe est décrite comme une femme de pouvoir. C'est véritablement en 2014 que l'appétit de Grace pour le pouvoir se révèle. Soutenue par son mari, elle intègre la ZANU-PF, le parti au pouvoir où elle est propulsée à la tête de la puissante Ligue des femmes. Cette même année, elle évince de son poste de vice-présidence Joyce Mujuru, l'une des héroïnes historiques de la guerre d'indépendance. C'est pourquoi d'aucuns disent que l'objectif des militaires était d'écarter Grace Mugabe car le limogeage du vice-président ouvrait la voie à une succession dynastique. La dévorante ambition de Grace Mugabe aura probablement précipité la chute du régime. Ainsi, après plus de 37 ans de règne, Mugabe, un des pères de l'indépendance du Zimbabwe, quitte le pouvoir. Poussé à la sortie par la presse de la rue, mais aussi celle de l'armée et son propre parti, une page se tourne. Et Satine, le reste de l'actualité hors de nos frontières nous mène au Nigeria, en Irak et en Ukraine. Le récit est signé Khady Colonel Gueye. En Ukraine, des hommes armés ont envahi le centre de Lugansk, une capitale des séparatistes pro-russes. Le centre de Lugansk est entouré d'un cordon militaire, a déclaré Alina Jivoluk, un responsable du ministère des Communications de la République autoproclamée de Lugansk. Sur une vidéo de la télévision rebelle locale publiée sur son site, on peut voir des hommes en uniforme militaire, cagoulés et armés de Kalachnikov postés près d'un bâtiment administratif et dans une rue bloquée par leurs véhicules. Au Nigeria, c'est une mosquée qui a été visée ce mardi matin par une attaque dans le nord-est du pays à Mubi. Cet attentat suicide particulièrement meurtrier a fait au moins 50 morts. Selon la police de l'État de l'Adamawa, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée à l'heure de la prière. Pour l'heure, il n'y a aucune revendication, mais l'on soupçonne Boko Haram. Au moins 21 morts dans un attentat à la voiture piégée à Tous-Rormatou, qui est une ville de 150 000 habitants. On y trouve des Turkmètes, des Kurdes et des Arabes. Les lieux avaient été le théâtre de violences meurtrières lors de la reprise par les forces irakiennes de zones disputées aux Kurdes à la mi-octobre. En sport, on va parler basket, tournoi de la montée en D1. L'équipe féminine des Saltigués s'est qualifiée en demi-finale hier suite à sa victoire 66-31 sur l'US Rail. La surprise est venue du stade de Pékin de Saint-Louis qui a infligé à l'ISEC sa première défaite 50-32. L'entraîneur de l'équipe de Saint-Louis, Mansour Ka, se réjouit de la prestation de ses joueuses. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Gomis. C'était un match très difficile. On a joué avec une équipe qui n'a pas connu de défaite. Nous sommes une équipe très jeune qui veut montrer de très belles choses. Et finalement, on a gagné. Notre objectif est de jouer notre partition dans ce tournoi. C'est l'occasion également de permettre aux jeunes qui aiment le basketball de s'épanouir.
On passe maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine, présentée par Safiatou Cissé. Bonsoir. Découvrons tout sur l'affaire Cheikh Tidiane Gadio. Tchadactuel.com revient sur le deal monté dans les couloirs de l'Organisation des Nations Unies et cite le président tchadien, le ministre ougandais des Affaires étrangères, un fils de Gadio au cœur du scandale. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et Chiping Patrick O, businessman chinois et chef d'une ONG basée à Hong Kong et en Virginie, dans l'est des États-Unis, ont été inculpés par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda. Un deal monté dans les couloirs de l'Organisation des Nations Unies, le site explique. Comme écrit dans la plainte, l'affaire a débuté vers octobre 2014 lorsque Gadio et O se sont rencontrés au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. À cette époque, la compagnie énergétique chinoise souhaitait étendre ses activités pétrolières au Tchad et pour ce faire, elle voulait conclure une co-entreprise avec une société pétrolière et gazière appartenant au gouvernement chinois qui était déjà opérationnel. Plus tôt cette année-là, le gouvernement tchadien avait infligé une amende d'1,2 milliard de dollars à la CNP pour violation du code de l'environnement. Chiping Patrick O a enrôlé Cheikh Tidiane Gadio qui avait des relations personnelles avec le président tchadien pour aider la compagnie d'énergie à avoir accès à lui avec l'objectif initial de résoudre le différend entre son gouvernement et le CNPC et l'objectif ultime d'obtenir des opportunités pétrolières pour la compagnie d'énergie au Tchad. Selon Tchad Actuel, l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise a connecté avec succès Monsieur O et la compagnie d'énergie au président du Tchad et à d'autres responsables tchadiens. Chiping Patrick O, agissant sur ses conseils, a alors fait verser à la compagnie pétrolière un pot de vin de 2 millions de dollars au président du Tchad, Idriss Déby Itno, dans ce qui a été qualifié de don pour des causes caritatives. L'ancien ministre lui a demandé un paiement de 400 000 dollars pour sa firme, arguant qu'il devrait recevoir un pourcentage en cadeau. La demande se trouve dans un mail figurant parmi la centaine interceptée par le FBI. Poursuivant, le site souligne qu'en réalité, ce don était un pot de vin destiné à influencer l'octroi de droits pétroliers en faveur de la dite société. Suite à cette promesse de 2 millions de dollars au président tchadien, la société a obtenu un avantage commercial dans ses négociations pour acquérir des droits pétroliers au Tchad, notamment en ayant la possibilité exclusive d'acheter des droits pétroliers particuliers sans faire face à la concurrence internationale. En fin de compte, la compagnie d'énergie n'a pas complété cette acquisition, mais a plutôt acheté d'autres droits pétroliers au Tchad auprès d'une société taïwanaise en échange des efforts de Cheikh Tidiane Gadio pour faciliter la corruption du président du Tchad. Chiping Patrick O lui fait verser 400 000 dollars. Sur le même sujet, Jeune Afrique souligne que l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio, candidat malheureux à la présidentielle de 2012, a été arrêté à New York vendredi dernier. La justice américaine le soupçonne d'avoir obtenu des concessions pétrolières au profit de l'entreprise dirigée par son co-accusé, un homme d'affaires chinois, en échange de pots de vin qui auraient été versés à de hauts responsables tchadiens et ougandais. Après cette affaire de corruption, parlons de tout à fait autre chose. Mugabe démissionne, informe VOA Afrique. D'après nos confrères, le Parlement du Zimbabwe a prononcé la démission du président Robert Mugabe à l'issue. Ce mardi, le président du Parlement a finalement annoncé la destitution devant les députés qui ont débattu durant des heures sur la question après près d'une semaine de manifestations et la prise du contrôle d'Harare, la capitale, par l'armée. Moi, Robert Gabriel Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mudenda, en lisant sous les applaudissements la lettre de démission
mission du chef de l'État. De son côté, entre nous, une rubrique des sites maliens, Maliweb, parle de la tragédie migratoire en Libye et évoque la fuite en avant de l'Europe et l'hypocrisie des dirigeants africains. Maliweb de préciser que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a jeté un pavé dans la mare de la Commission de l'Union européenne en dénonçant avec des mots assez forts la situation des migrants en Libye. Les termes de ce communiqué rendu public à Genève le 14 novembre dernier ont suscité une certaine colère à Bruxelles. La coopération entre l'Union européenne et la Libye pour endiguer le flux migratoire. Selon le haut commissaire, la souffrance des migrants détenus en Libye est un outrage à la conscience de l'humanité. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez à 21h Pape Ndiaye dans Balance, à 22h Aoudou Ndiaye Diagne sera là pour vous présenter Werwerli. N'oubliez pas aussi, l'information se poursuit sur notre site walfenet.com. Excellente soirée à tous.